Salut Internet. On sait tous que la géopolitique, ça peut réveiller des convictions dévorantes et entraîner de grands débats passionnels dans les commentaires. Alors j'anticipe, on va parler d'anciennes colonies, des histoires d'empires, des royaumes qui existaient avant le système de reconnaissance par d'autres États, genre l'ONU. En gros, cette vidéo c'est surtout un gros prétexte pour vous parler de géographie et de pays insolites parce que j'aime beaucoup trop ça. Allez, c'est parti, on part en voyage dans le passé. Avez-vous déjà entendu le terme dominion? C'est un terme assez technique, mais bien bordélique comme on aime. Un dominion, c'était un État plus ou moins indépendant sous la souveraineté du Royaume-Uni. Et évidemment, toute la nuance est dans le plus ou moins. C'est vrai, pourquoi l'Inde ou le Ceylan, l'ancien Sri Lanka, sont des colonies de l'Empire britannique, mais le Canada ou la Nouvelle-Zélande sont des dominions? Alors, en vraiment très très gros, ce sont surtout des questions de politique intérieure et extérieure. Un dominion a un gouvernement et s'autogère en interne, mais n'a absolument pas le droit de parler en son nom pour toute question géopolitique extérieure. Interdiction formelle pour l'Australie de déclarer la guerre à quelqu'un. On reste des sujets de l'Empire britannique, mais avec un petit peu plus de souplesse, quoi. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour aborder le cas de Terre-Neuve et Labrador, une province du Canada qui se compose de l'île de Terre-Neuve et de la région continentale du Labrador. Si vous ne connaissez pas l'endroit, dites-vous que c'est là que les premiers vikings débarquent, il y a plus de 1000 ans. C'est aussi là qu'on a pêché beaucoup de morues et chassé beaucoup de phoques. C'est là que la toute première transmission radio transatlantique a eu lieu. C'est au sud de là qu'on trouve l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, dernier vestige de l'Empire français en Amérique du Nord. Bref, c'est cliché, mais c'est la province de Terre-Neuve et Labrador, quoi, qui, avant d'être une province, était un dominion, un État indépendant. Plus ou moins. En 1907, Terre-Neuve est devenue un dominion au même titre que la Nouvelle-Zélande ou la Fédération du Cap, l'ancêtre de l'Afrique du Sud. C'était donc un État différent du Canada, avec par exemple sa propre monnaie, le dollar de Terre-Neuve. En 1927, une très longue dispute entre Canada et Terre-Neuve est réglée vis-à-vis du Labrador. Les deux se battent sur la frontière exacte du Labrador. Heureusement que les Anglais sont là pour régler le truc. C'est faux, vraiment. En gros, ils ont dit oui, alors bon, la nouvelle frontière, elle est genre ouais là, hein. Enfin bon, il suffit de suivre la ligne de partage des eaux. En gros, la ligne où une partie des rivières se déverse d'un côté et l'autre partie de l'autre. Bref, encore de nos jours, il y a un conflit interne entre la province du Québec et de Terre-Neuve et Labrador sur leur frontière. Un conflit au sein même du Canada. Finalement, suite à des décisions économiques pas ouf, le dominion de Terre-Neuve est en faillite et en 1934, c'est le seul cas de l'histoire où un dominion a demandé à ne plus être un dominion. Le Royaume-Uni reprend les rênes et en 1949, à la suite d'un référendum, la région devient la 10e province de la Confédération canadienne. Voici le Yémen, un pays actuellement en giga crise et guerre civile depuis 2014. En fait, en cherchant des idées de pays qui n'existent plus, je suis tombé sur le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, et je viens de passer les 3 dernières heures à me renseigner sur toute l'histoire du Yémen parce que je me suis rendu compte qu'avant ça, la seule chose que je pouvais dire sur le Yémen était... Voici le Yémen, un pays actuellement en giga crise et guerre civile depuis 2014. Ok, remontons dans le temps. Si on se téléporte en 1950, la situation est assez simple à comprendre. La partie nord-ouest du Yémen s'appelle le royaume Mutawakilité du Yémen, une monarchie, et le sud se nomme le protectorat d'Aden, sous contrôle britannique. Bon, et puis il y avait aussi la colonie d'Aden, toujours britannique mais pas sous le même régime et qui consistait uniquement en la ville d'Aden. On avait donc le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. En gros, je vous l'accorde, c'est déjà un petit peu bordélique, mais accrochez-vous, ça n'est encore rien. Au nord, le royaume éclate. Et en 62, la monarchie change de régime et devient la République arabe du Yémen. Au sud, le protectorat éclate aussi et on se retrouve avec la Fédération d'Arabie du Sud à l'ouest et le protectorat d'Arabie du Sud à l'est. Et puis en 67, retour à la case départ, mais en virant les Anglais cette fois-ci. Bienvenue à la République démocratique populaire du Yémen. Dans les années 70 et 80, on a donc nos
deux anciens pays, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Et croyez-le ou non, là aussi, la guerre froide a eu lieu, en plein désert. Le Yémen du Sud étant le seul pays communiste du Moyen-Orient, il était soutenu par l'URSS, alors que le Yémen du Nord était soutenu plutôt par l'Arabie Saoudite ou Taïwan. Et puis, comme partout dans le monde, quand l'URSS commence à s'effriter, les sous n'arrivent plus au Yémen du Sud, et les deux pays se rapprochent. C'est en 1990, au moment où l'URSS explose, que le Yémen se réunit. Bon, et pour son histoire sur les 30 dernières années, on verra ça sûrement dans une autre vidéo, mais regardez, quand on compare la carte des deux anciens pays à celle-ci, qui montre la situation de la guerre civile actuelle en 2021, eh ben on comprend que tout est évidemment lié, et que je vous ai parlé que de 0,000001% de l'histoire complexe du lieu. En tout cas, je suis bien content de m'être plongé dedans plusieurs heures, et je vais continuer à me renseigner parce que c'est un coin assez fascinant. Amérique du Nord, Moyen-Orient, j'ai envie de vous faire voyager avec cette vidéo, alors partons en Asie du Sud-Est. Comme partout, il y a eu des dizaines de royaumes ou d'états au fil du temps. Et comme vous êtes sur Doc7, on ne va pas parler du Dai Viet ou de l'Empire Khmer, mais plutôt d'un royaume que je ne connaissais pas du tout, le Champa. C'est un état qui a existé sous différentes formes et différents territoires pendant plus de 1500 ans, du 2e siècle à 1832. Au début, c'est une culture très influencée par la civilisation indienne à base d'inscriptions en sanskrit et de temples bouddhistes. Et puis, au fil des années, le royaume gagne en puissance et devient à son apogée une véritable thalassocratie. C'est stylé comme mot, non? C'est un état côtier qui domine bien les mers. Son apogée, pour vous donner une idée, c'est vers le début du 11e siècle. Et après, c'est la dégringolade. Les 300 années qui suivent sont intimement liées aux voisins du nord, le Dai Viet, et celui de l'ouest, l'Empire Khmer. Regardez vers 1300 comment le Champa n'est qu'une mince bande de terre le long de la mer. Et en 1471, après plein de petits conflits, c'est la giga-guerre à coups de dizaines de milliers de soldats, d'éléphants de guerre et tout le tralala. Le Dai Viet fond sur le Champa comme un magicien sombre sur un petit guerrier castor. Voilà, là je pense que vous voyez. Le guerrier castor, il a bien demandé de l'aide au dragon noir aux yeux rouges, son voisin Khmer, mais bon, les Cham avaient lancé peu de temps avant une attaque sur Angkor, donc ils se sont pris un bon gros chais. Et puis dites-vous, le guerrier castor est si désespéré qu'il demande même au gigaboss, le dragon blanc aux yeux bleus chinois, d'intervenir. Je résume l'intervention. Oh, le Dai Viet, arrêtez ce que vous faites, c'est pas cool du tout. Ah mince, mais en fait, on va pas s'arrêter, nous. Bon, ok, on vous aura demandé. Et en tout cas, merci pour les comptoirs commerciaux et tout, c'est sympa, on aime bien commercer avec vous, les gars. Ouais, t'inquiète, la famille. Oh là, Sharon Jones. Bref, c'est le déclin. Et on passe de ça à ça. Le grand royaume de Champa ne se résume plus qu'à l'ancienne province de Panduranga. Champa est devenu un état croupion. Je vous jure que ça existe. Un état croupion, c'est le vestige d'un ancien état grandiose, quoi. Et puis il devient vassal de l'empire Nguyen et disparaît vraiment en 1832. Je vous jure, l'histoire de la péninsule indo-chinoise est fascinante. Plongez dedans un petit peu. Et si on partait loin dans le Pacifique? Avant d'être un état américain, Hawaï fut une constellation de petits royaumes, puis un unique et même une république, pendant un court laps de temps. Comme les autres pays de cette vidéo, j'ignorais totalement cette histoire et vous allez voir, elle est captivante. Tout part de ce gars dont le nom a inspiré une des plus grandes œuvres de la pop culture, Kamehameha Ier. C'est vraiment pas une blague, c'est son nom de règne, Kamehameha Ier. En 1795, le roi unifie l'île principale de l'archipel, l'île d'Hawaï, puis les autres qu'il conquit progressivement. Maui, Lanai, Molokai et Oahu. Pour les deux dernières, Kauai et Niihau, la lutte fut âpre et terrible. C'est faux, elles vinrent d'elles-mêmes en 1810 se soumettre au roi. C'est comme ça que le royaume d'Hawaï naquit. Les premières dizaines d'années furent florissantes. Du commerce international, de l'immigration, le royaume est conseillé par les Américains, les Anglais, les Français. Il s'enrichit, tout semble parfait, avec même le summum. En 1843, le royaume d'Hawaï est un des premiers pays hors d'Europe à être reconnu comme étant indépendant par les grandes puissances de l'époque. Une magnifique réussite des différents rois, Kamehameha Ier, puis Kamehameha II, puis Kamehameha III, puis Kamehameha IV, puis Kamehameha V, puis Lunalilo. Lunalilo qui eut un règne hyper long, d'1 an et 26 jours. Et après, c'est la crise. Déjà, la population de l'archipel s'est considérablement réduite au cours des précédentes décennies à cause de toutes les maladies importées par les Européens, et je parle de dizaines de milliers de personnes en moins. La monarchie s'effrite, il n'y a aucun descendant légitime. Finalement, c'est Kalakaua qui hérite du trône sans vraiment faire l'unanimité. Enfin bref, on est en 1874.
Ça sent pas bon pour le royaume. En 1891, il meurt et c'est sa sœur, Liliuokalani, qui le remplace. La dernière monarque du royaume d'Hawaï. Parce que clairement, le peuple veut plus de la monarchie. Elle finit par abdiquer en faveur d'une république de transition qui dura 4 ans avant l'intégration d'Hawaï aux États-Unis. Mais du coup, fun fact, ce gars, Sanford Ballard Dole, fut l'unique président de la République d'Hawaï. Moi, je trouve ça hyper stylé d'être le seul président de l'histoire d'un pays quand même. Dites, vous connaissez le Panama? J'aime beaucoup moi le Panama, un pays connu pour être le tunnel de l'économie mondiale. Eh bien, pour le Panama, j'ai envie de faire un truc différent, parce que vous avez bien lu la vidéo, le Panama c'est un pays qui existe, alors qu'est-ce qu'il fait ici? Bah j'ai envie de partir de très très loin pour voir toutes les étapes qui ont précédé l'indépendance de ce petit pays, et vous comprendrez vite pourquoi j'ai appelé cette section États-Unis de Colombie. Déjà, prenons un point de départ où on commence à avoir des sources, 1542. Avant ça, en gros, le Panama était constellé de tribus amérindiennes, les plus connues étant certainement les Kuna. Bref, 1542 donc. Les conquistadors sont là et la vice-royauté du Pérou est créée. C'est un district ultramarin espagnol qui comprend, en gros, c'est simple, quasiment toute l'Amérique du Sud et notamment le Panama. 200 ans plus tard, ils se rendent compte que, bah quand même, c'est pas hyper simple d'administrer une région qui fait la taille d'un continent. Une nouvelle entité est donc créée, plus petite, la vice-royauté de Nouvelle-Grenade. Et même ça, c'est compliqué. On est en Amérique du Sud, dans les Andes, les communications sont bien complexes, malgré l'établissement en plus de la capitale Bogota, de 2 autres villes clés du pouvoir, Quito et Caracas. On avance de 100 ans et on arrive à l'ère de monsieur Simón Bolívar, un leader de la même portée qu'un Napoléon ou qu'un César, mais je sais pas pourquoi, si peu connu en Europe. Du coup, je me note qu'il faut absolument en faire une vidéo. Pour faire hyper court, il est lié à l'indépendance de plein de pays d'Amérique du Sud, Venezuela, Colombie, Équateur, etc. Je veux dire, le gars a quand même donné son nom à un pays, la Bolivie. En termes de grandeur dans l'histoire, c'est assez compliqué de faire plus haut. Bon, vous pouvez évidemment être reconnu comme étant le mec qui a la plus grosse collection de cartes Yu-Gi-Oh au monde, mais c'est pas forcément... Bon, c'est mieux d'avoir un pays à son nom, quoi. Tout ça pour dire que, début 19e, ça sent bon la République en Amérique du Sud. Et en 1819, la création de la Grande Colombie est proclamée. Bon, en comparant les cartes, c'est quand même vachement similaire à la vice-royauté de Nouvelle-Grenade, mais bon, soit. 11 ans plus tard, le Venezuela déclare son indépendance, donc hop, on réduit un petit peu le territoire et on change de nom. Voici la République de Nouvelle-Grenade. En 1855, notre bon Panama dont on parlait au début commence à vraiment vouloir être indépendant. Et là, pas con, la République joue la carte de non mais les gars, partez pas. Si vous voulez, on devient une fédération. Comme ça, vous devenez un État. C'est presque comme l'indépendance, non? Eh ben bingo. Bienvenue dans la Confédération grenadine en 1858. Pour plein de raisons, ça suffit pas, le système est remis en question et 5 ans plus tard, l'ensemble est renommé les États-Unis de Colombie. Évidemment, rien à voir avec les États-Unis qu'on connaît. Hein. Big Mac, Grand Mur, Marilyn Monroe. Là, c'est plutôt récession intense, conflit avec l'église, guerre civile. Ah, c'est pas la même ambiance tout de suite. Et vous imaginez, notre bon Panama, il est toujours pas indépendant après tout ce bordel. Mais heureusement, en 1886, tout est mis à plat et c'est la création de la République de la Colombie. Le Panama n'est toujours qu'une région de la Colombie. Avance rapide, toute fin 19e, guerre des 1000 jours, le Panama est enfin officiellement indépendant en 1903. Il en a fallu des étapes. En 1821, le Mexique devient indépendant de l'Espagne et au début, l'Empire mexicain est immense. Regardez-moi cette carte. L'Empire montait jusqu'à l'actuel Wyoming. J'ai tellement de mal à m'imaginer. Parmi tous ces états, le Texas, qui fut donc mexicain. Pendant une quinzaine d'années, les tensions entre les fermiers, les colons américains qui y vivent et le gouvernement central mexicain ne font qu'empirer. Les compatriotes américains n'ont plus le droit de franchir la frontière. L'esclavage est aboli au Mexique et pas de l'autre côté de la frontière. Bref, révolution. Les Texans veulent leur indépendance. Pour mater cette poudrière, le président mexicain Antonio López de Santa Anna monte son armée, mal équipée, pas bien préparée, et se dirige vers le Texas. Fin février 1836 a lieu la fameuse bataille du Fort Alamo, où l'intégralité de la garnison texane fut tuée. Fin mars, c'est le même président qui autorise le massacre de Goliad, où quasiment 450 prisonniers de guerre texans sont assassinés par son armée. Et puis, fin avril, le lendemain de la bataille de San Jacinto, le bon président Antonio est capturé par un petit groupe de soldats texans. Petit coup de bol quand même, hein. Et puis, au lieu de le tuer pour se venger de tout ça, ils ont été smart et ils lui ont
fait signer les traités de Velasco, garantissant entre autres que l'armée mexicaine se retirait du Texas et que ce dernier devenait indépendant. Bon, évidemment, de retour au Mexique, il s'est fait défoncer et le gouvernement n'a jamais reconnu l'indépendance, mais n'avait pas non plus les moyens de la contester. C'est comme ça, en vachement résumé quand même, que le Texas est devenu un pays. Un pays reconnu d'ailleurs, par les États-Unis évidemment, mais aussi par les Français. Un pays qui exista un peu moins de 10 ans avant son annexion par les États-Unis. Et en écrivant cette dernière phrase, je me suis dit que quand même c'était hyper court, 10 ans pour un état. Mon cerveau, il y en a là-dedans, il a trouvé tout seul la petite suite logique. Quel est le pays dont l'existence a été la plus courte? Eh ben, vous vous en doutez, la réponse est complexe. Faut évidemment que je reparle de, c'est quoi un pays? Donc le plus simple, je vous renvoie vers mes vidéos à ce sujet, mais en gros, une reconnaissance de l'ONU, c'est pas mal. Mais alors, avant l'ONU, c'était quoi un état? Là tout de suite, c'est plus compliqué de répondre. Bref, vous savez quoi? Je vous fais quand même une petite liste de pays, d'états ou de trucs qui semblent rentrer dans ces catégories et qui n'ont pas duré très longtemps. Déjà, pas loin du Texas, la République du Rio Grande a voulu faire pareil et a déclaré son indépendance du Mexique en janvier 1840. La seule différence étant que eux, ils n'ont pas réussi à repousser l'armée mexicaine qui est venue les chicoter et les réintégrer dans le Mexique en novembre de la même année. Même pas un an l'existence du pays. Plus à l'est, c'est la République de Floride occidentale qui claque la porte à la Nouvelle-Espagne en septembre 1810 et resta indépendante pendant 34 jours avant de se faire incorporer par les États-Unis. Dans les Antilles, lorsque le Royaume-Uni accorde un statut d'État associé à sa colonie de Saint-Christophe Nieves Anguilla, les habitants d'Anguilla sont pas contents de se faire constamment mettre de côté par les autres îles. À tel point qu'en juillet 1967, la République d'Anguilla est déclarée. Le Royaume-Uni essaie de négocier, fait des référendums et envoie même un émissaire le 11 mars 1969 pour parlementer, émissaire qui se fait mettre directement à la porte. Bon, c'en est trop pour le Royaume-Uni, faut pas déconner, il débarque une semaine plus tard avec des centaines de soldats, des hélicos, des navires, et c'est la fin de la République. On continue en Afrique peut-être? La République du Tanganyika, qui est la partie continentale de la Tanzanie, est déclarée en 1962. Un an et demi plus tard, elle s'unit avec Zanzibar pour former, tenez-vous bien, la Tanzanie justement. Tanganyika, Zanzibar, Tanzanie. C'est le début des deux mots, c'est malin quand même. Enfin bon, je pourrais continuer des heures comme ça, et je me rends compte que j'ai même pas parlé de l'Europe. Alors qu'il y a la République de Saint-Marc à Venise, qui a duré moins d'1 an et demi. Ou encore la République parthénopéenne, qui ne dépassa même pas les 6 mois. Si vous en avez d'autres, je vous attends en commentaire. Et d'ailleurs, dites-moi un petit peu votre ressenti sur cette vidéo. À la base, je voulais vous faire une vidéo rapide sur quelques pays disparus, pour finalement vous faire une dinguerie de 20 minutes, où on s'est plongé dans des états aux 4 coins du globe, aux histoires courtes, longues, hyper complexes, ou faciles à comprendre, éteints depuis des siècles, ou encore en pleine guerre civile, du bon Doc7 somme toute. Allez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le monde. Salut, Internet.